écouter la prochaine intervention. Donc, on a Paul Franck de l'ADEME et qui va nous présenter les plans de paysage transition énergétique. Et on aura une déclinaison de ces plans de paysage transition énergétique par la communauté de communes des confluents et des coteaux de Preissas, qui est lauréat 2021 de l'appel à candidature plan de paysage transition énergétique. Donc, je laisse la parole à Paul Franck de l'ADEME. D'abord, pour commencer, je voulais vous remercier pour cette intervention. Merci également pour les deux présentations qui viennent juste d'être finies. Donc, Paul Franck, je travaille à l'ADEME au service réseau énergie renouvelable. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, je pense que vous connaissez, qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l'environnement, l'énergie et le développement durable. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plans de paysage, et donc ça rentre en fait dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle l'AP Plan de paysage, qui est porté par la DHUP et auquel l'ADEME s'est intégré depuis 2 ans. Donc vraiment à l'ADEME, le sujet du paysage, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, on le sait. Donc en fait, les paysages sont au cœur des enjeux de la transition énergétique et écologique. Et ça a été rappelé en introduction par l'Adréal et aussi par les 2 interventions précédentes. Donc cette présentation, comme ça a été dit, elle est en 2 temps. D'abord, je vais vous parler plutôt d'une partie un peu générique, théorique sur l'approche paysagère, et ensuite je laisserai la parole à la communauté de communes de Confluent et Coteaux de Preissas, qui est un des 6 lauréats de l'appel à projet de cette année. Donc on a eu 6 lauréats répartis sur 5 régions. Voilà, volet transition énergétique. Donc, pour commencer, premier slide. Voilà. En premier lieu, je voulais rapidement rappeler que quoi qu'il arrive, le paysage va être amené à évoluer à cause du changement climatique. Donc le GIEC le rappelle, en France, on est déjà à plus 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On observe d'ores et déjà des changements en 2021, et on commence aussi à savoir caractériser leurs évolutions d'ici 2050. Donc en fait, Météo France s'est appuyé sur les scénarios du GIEC et a fait des simulations sur le territoire français. Et on commence à savoir caractériser les impacts en 2050. Donc on peut en citer quelques-uns rapidement qui concernent les paysages. On a donc les risques de feux de forêt de plus en plus prégnants, l'érosion des sols. On a une augmentation là vous avez le détail un peu dans le tableau, mais une augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations. On a une perte d'humidité dans les sols avec une augmentation des surfaces de sécheresse, une ressource en eau qui diminue toutes les décennies. Au niveau des côtes, on a le recul du trait de côte avec une augmentation du niveau des mers, disparition des glaciers pyrénéens qui arrivent très prochainement, là, probablement d'ici une vingtaine d'années. Et également disparition ou déplacement de la faune et la flore avec l'apparition d'espèces invasives. Donc tout ça pour dire que à partir de là, on peut se poser la question de comment on va réussir à atténuer ces impacts et comment on va s'y adapter. Donc la question qu'on se pose, c'est d'essayer de subir le moins possible ces changements de paysage et donc d'essayer d'être proactif. Et donc c'est tout l'objet de l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Alors s'adapter au changement climatique et lutter contre celui-ci ce sont les 2 faces d'une même pièce. Je vais énumérer un certain nombre de leviers, et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de réfléchir aux liens qu'on peut faire avec le paysage. Donc pour atténuer et pour lutter contre le changement climatique, on a plusieurs leviers. En premier lieu, et peut-être un des plus importants, c'est la sobriété et l'efficacité. Donc la décarbonation de l'énergie, elle sera d'autant plus facile que la demande sera faible. Or, cette réduction, elle passe par 2 acteurs. En premier lieu, l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, pour donner un exemple concret, c'est par exemple passer des ampoules classiques aux ampoules LED. Et la sobriété énergétique, par exemple, ce serait, pour regarder l'exemple de l'éclairage, éteindre nos lampadaires dans les communes entre minuit et 5 heures du matin, par exemple. Donc c'est un questionnement de nos modes de vie et nos modes de consommation.
Alors si je détaille un peu la sobriété, en fait, on a 3 types de sobriété. On a une sobriété d'usage, donc par exemple essayer de diminuer nos déplacements là, donc sur la mobilité. On a une sobriété dimensionnelle, ce serait par exemple alléger le poids de nos véhicules. Et on a une sobriété coopérative, donc qui passe par le partage, le covoiturage, la location d'équipements au lieu de les acheter, l'habitat collectif. Et donc cette sobriété, hein, elle permettra en fait de sécuriser l'atteinte de la neutralité carbone, et aussi elle nous permet en fait, d'être plus résilients finalement. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le sujet de la sobriété, il a été assez étudié et développé dans les scénarios prospectifs de l'ADEME, qui s'appelle Transition, avec un S entre parenthèses, Transition 2050. Donc, ces scénarios, rapidement, c'est 4 scénarios qui ont été proposés, qui sont des chemins et des mix de transition possibles pour arriver à la neutralité carbone. Et quels que soient ces scénarios, hein, qu'ils soient technophiles ou l'inverse, la sobriété est essentielle. Et donc, en fait, la bonne chose, c'est qu'on a de plus en plus de collectivités qui s'emparent de ce sujet. On entend de plus en plus ce mot, hein, sobriété, et notamment via les démarches TEPOS. Et c'est un sujet de plus en plus abordé aussi dans les PCAET. Dans les autres leviers, donc on a la préservation de la ressource. Nous allons on ne pas pouvoir nous passer des puits naturels de carbone, les plantes, les sols. La biomasse est aussi un sujet stratégique, hein. Elle rend plein de services, les services environnementaux, donc le rôle de puits de carbone, la préservation des écosystèmes, la fonction du cycle de l'eau aussi, et la production de matériaux, du bois d'œuvre, bois industriel, chaleur, électricité, gaz, biocarburant. Donc la biomasse rend énormément de services. Dans les autres leviers sur lesquels il est important de se pencher, hein, pour atténuer et s'adapter au changement climatique, il y a l'aménagement du territoire. Donc avec l'objectif ambitieux de la loi climat et résilience, hein, vous le connaissez, d'arriver au zéro artificialisation nette en 2050. Bon, ça ne va pas être facile, mais l'idée pour l'instant, le rythme, c'est d'arriver à diviser par 2 en 2030 ce rythme d'artificialisation. Dans les autres leviers qu'on peut mentionner, on a la préservation de la biodiversité, qui passe par la protection des habitats, la mise en place de corridors, hein, pour la migration des différentes espèces concernées. Donc là, on va parler plutôt de trames vertes, de trames bleues et de la trame noire. Un quatrième levier, c'est l'implantation des énergies renouvelables, hein, qui nous permet de relocaliser notre production d'énergie et de remplacer notre consommation des combustibles fossiles. Donc aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, on a le bois énergie, mais aussi le photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation, la géothermie, et potentiellement la production d'hydrogène là, qui arrive dans certains territoires. Donc ce qui est important, c'est que tous ces leviers, ils pourront être activés que s'ils sont voulus et ils sont choisis. Et donc ça nous amène à considérer en dernier lieu le levier social, qui passe par la concertation, par des espaces de discussion, et comme le projet là, du Prieurra ou de Mont-Soleil, par des projets citoyens, et l'importance de mettre en récit en fait cette transition et de la rendre désirable. Donc voilà, donc une forte implication citoyenne, elle est nécessaire, hein. Et donc, si on veut atteindre et s'adapter au changement climatique, il va nous falloir agir sur tous ces leviers à la fois. Et en fait, on se rend compte que l'approche paysagère, c'est une bonne clé d'entrée pour nous permettre de traiter de tous ces sujets à la fois. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que tous ces leviers-là, ils sont reliés entre eux. En fait, plus de sobriété d'un côté, ça permet de moins prélever sur nos forêts, ça permet de moins faire d'énergie renouvelable. Mais par contre, si on fait moins de forêts, ça nous permet aussi finalement d'avoir moins de bois. Donc, peut-être qu'il faut refaire un peu plus de forêts pour reconstruire nos logements, pour faire la rénovation. Donc, on se rend compte que tout ça, c'est très lié. Et une bonne chose aussi de l'approche paysagère, c'est en fait de savoir, cette approche, elle nous permet de tisser une relation entre tous ces leviers, et elle renforce aussi notre capacité à se projeter collectivement finalement dans un futur que l'on veut, que l'on choisit.
Donc, avant de passer à ce slide, dernière chose, c'est que chaque collectivité territoriale va être confrontée donc, à des impacts du changement climatique qui leur sont propres. Chacun apportera des réponses différentes en fonction des ressources, en fonction de leur paysage, en fonction des citoyens. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a observé dans les plans de paysage qu'on a reçus, les 6 lauréats de cette année. On a finalement des 6 projets très différents et qui abordent justement cette transition à leur manière en fonction de leur territoire. Voilà, donc rapidement, je voulais aussi rappeler dans un prochain slide que en fait, tout ça, c'est aussi encadré par la loi de la transition énergétique. Si je parle de l'énergie, donc la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Je le rappelle, les objectifs sont de 40% de production d'électricité d'origine énergie renouvelable en 2030. Aujourd'hui, on est plutôt à 19%. Et cette loi, elle se décline en 2 feuilles de route. La SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc, le but principal, c'est d'arriver en 2050 à la neutralité carbone. Et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui décline ces objectifs. Et donc, nous le rappelle, les objectifs sont, il va nous falloir, pour arriver à la neutralité carbone, multiplier par 2 la production d'énergie éolienne, multiplier par 4 la production liée au photovoltaïque, multiplier par 1,4 la production de biomasse et également multiplier par donc de 6 à 10 la production de méthane donc, via la méthanisation. Voilà, donc c'était pour faire un petit rappel des enjeux énergétiques qui nous attendent. Et donc dans le dernier slide, je vais vous rappeler les actions qu'a l'ADEME autour du paysage. En fait, l'ADEME participe à une chaire qui s'appelle la chaire Paysage et Énergie en partenariat avec la DHUP, avec l'École nationale supérieure des paysages de Versailles, avec RTE également. Dans le cadre de cette chaire, on a publié un ouvrage qui s'appelle Paysage et Énergie, que je vous invite à lire, qui est très intéressant, qui retrace toute l'histoire en fait des paysages énergétiques de la France depuis en fait l'ère pré-industrielle. Et donc dans le dernier chapitre, il y a 8 territoires qui ont été sélectionnés et qui sont analysés assez finement par le journaliste Sylvain Lallemand. On travaille également sur un imagier de la transition énergétique. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en image ce que pourrait être la transition énergétique en 2050. Et là, donc très prochainement, dans un mois ou 2, là, en mars-avril, il y a un guide de bonnes et mauvaises pratiques de démarche paysagère de développement d'énergie renouvelable qui va sortir. Donc, c'est un guide qui s'appuie sur 16 expériences plutôt réussies de mise en œuvre de la transition énergétique. Voilà. Donc, pour finir cette présentation, juste pour vous rappeler que l'appel à projet plan de paysage, il continue. Donc, il y a une édition en 2022 qui a lieu. Là, elle va être lancée, je pense, en mars, à voir avec la DHUP. Et donc, je vous invite à y répondre. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais laisser la main peut-être à la communauté de communes de Confluent et Coteaux de Pressas. La communauté de communes Confluent Coteaux de Pressas du Lot-et-Garonne. Bonjour, vous nous entendez? Oui. Oui. Je suis accompagnée de 2 élus du territoire, Alain Maillet, le maire de Puy-Jagenais, et Pascal Liénard-Roche, de la commune de Port-Sainte-Marie. Vous pouvez passer à la diapositive, justement, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le territoire. Donc, on est situé en Lot-et-Garonne, on va dire pour faire simple, entre Bordeaux et Toulouse. On est une petite communauté de communes, on n'atteint pas encore les 20 000 habitants pour 29 communes. Et on est né de la fusion de 2 autres communautés de communes en 2017. Donc, ça commence à faire maintenant, mais on digère encore tranquillement cette fusion, en sachant qu'on est engagé en démarche territoire à énergie positive dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME et de la région depuis 2018. Alors, sur la diapositive suivante, quelques images de ce qu'est notre paysage aujourd'hui.
On s'appelle Confluent et Coteaux de Préissage puisqu'on est au confluent et on a sur notre territoire la confluence entre Lot et la Garonne. Donc c'est un site évidemment emblématique et le territoire, comme son appellation le dit, est finalement dominé par deux grandes entités paysagères, même si il y a bien sûr des nuances et des sous-parties. Mais on a un territoire de vallée de Garonne qui est plutôt un territoire agricole et relativement plat, et un territoire de coteaux avec beaucoup plus de relief. On est évidemment un territoire agricole avec aussi un patrimoine historique et donc dans nos centres-bourgs. Voilà pour la petite carte postale. Pour ce qui est de notre démarche, alors je suis pas sûre qu'on voit grand-chose, peut-être sur. J'espère que sur vos écrans ça passe un petit peu mieux que sur le mien. Une précision importante, on a été donc lauréat, comme ça a été dit, de l'appel à projet en fin d'année 2021. Mais on a candidaté, nous, à cet appel à projet très tôt dans notre réflexion, ce qui explique qu'aujourd'hui, on va vous présenter plutôt des intentions, une méthodologie telle qu'on l'a construite, mais évidemment, encore aucun résultat. Rendez-vous peut-être dans 18 ou 24 mois pour vous en dire un peu plus. Alors, qu'est-ce qui a justifié qu'on candidate à cet appel à projet ? Au départ, on est, comme beaucoup d'autres territoires, sur un espèce d'objectif, ou en tout cas de situation potentiellement contradictoire, de volonté de développer les énergies renouvelables, parce qu'on est engagé dans la transition énergétique, parce que c'est bien sûr un des deux piliers d'une démarche TEPOS, mais avec aussi une sollicitation croissante de développeurs photovoltaïques, notamment pour des installations au sol, qui ont fini par inquiéter et questionner les élus sur l'impact que pouvaient avoir ces installations, sur leur juste répartition sur le territoire, et puis sur comment développer des projets de qualité. Voilà, ça a été notre point de départ. Mais finalement, la démarche aujourd'hui, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus riche que ça, parce que petit à petit, et depuis assez peu, s'exprime de la part de plusieurs élus la volonté de préserver le paysage, la volonté de mettre en avant un cadre de vie qui est aujourd'hui jugé de qualité, et un cadre de vie qui soit à la fois bien évidemment à vocation de développement touristique, mais qui soit aussi le support d'une attractivité résidentielle. On est un territoire, le Lot-et-Garonne en général, qui a besoin aussi de mettre en avant cette attractivité résidentielle pour faire venir des habitants. Et puis, ça a été un petit peu évoqué par les intervenants précédents, mais on a nous aussi connu bien sûr une évolution de notre paysage entre l'avant-pétrole et la situation industrielle. Et même si le territoire est resté agricole, les pratiques agricoles, elles ont changé. On a des mutations importantes sur ces questions de pratiques agricoles, avec une évolution du paysage agricole, et puis aussi un petit peu de mutation économique avec quelques friches qu'il faut traiter. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous amènent à la nécessité de réfléchir à ce que les élus veulent pour le territoire demain, et à ce qu'on y réfléchisse aussi avec la population, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, c'était pour ça que c'était important de l'avoir dans un coin de la tête. On a fusionné en 2017. Et un certain nombre d'éléments ont été posés lors de cette fusion, et notamment la volonté de se servir de la transition énergétique comme liant de ces deux collectivités. Mais il reste à construire un projet de territoire à l'échelle des 29 communes, et on s'engage très prochainement dans un PLUI à 29. Donc bien sûr, ce sera l'outil pour le poser. Mais avant, il faut que les élus aient décidé ce qu'ils voulaient faire, où ils voulaient aller. Et on a l'intuition, on a la volonté en tout cas que le paysage puisse être l'élément fédérateur de ce projet de territoire, le socle du projet à venir, et aussi finalement un outil de mise en cohérence des politiques et des démarches qu'on a aujourd'hui, qu'elles soient de développement économique, touristique ou de transition énergétique. Donc on a à la fois cette volonté de construire un projet de territoire basé sur le paysage, et à relier avec notre démarche de transition énergétique. Donc, on a l'envie de lier les deux dans, évidemment, ce qui s'appelle aujourd'hui le plan de paysage de transition énergétique.
Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Ça, c'est pas très original, hein, mais on va faire appel à un cabinet externe pour nous aider à construire les étapes de ce plan de paysage. Bien sûr, partir de l'analyse du paysage. Et moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité de tenir compte, enfin comment dire, d'intégrer à la réflexion les évolutions du paysage et de pas juger, c'est-à-dire qu'on a eu en fait, on a eu il y a quelques années un projet de classement au titre de site classé d'une partie de notre territoire et en l'occurrence la confluence entre le Lot et la Garonne. Et il y a eu une levée de bouclier de la profession agricole qui a craint que ce classement vienne à la fois critiquer les pratiques agricoles et notamment l'importance des serres qu'on peut avoir sur le territoire et que ce classement les empêche aussi d'évoluer et de faire vivre leur activité. Donc il faut qu'on fasse attention à pas renouveler cette expérience-là et de bien mettre en avant que oui, le paysage, il est le reflet des activités humaines et après, c'est collectivement qu'on décide si ces évolutions, elles sont positives ou pas et si on veut les faire perdurer ou au contraire les encadrer. Donc, pour nous, il va y avoir un gros enjeu et ça va être un élément socle du cahier des charges, c'est sur cette notion de concertation et de co-construction de la démarche parce qu'il faut qu'on arrive à définir des objectifs de qualité paysagère qui soient réellement partagés. Et bien sûr décliné après en action opérationnelle. Ça, c'est la démarche plan de paysage qui le prévoit. C'est une méthode de projet classique. Mais on a, nous, à la fois cet enjeu de mettre au devant de la scène une thématique sur laquelle on n'a pas encore travaillé. On pressent qu'elle est utile pour nous, mais on ne l'a pas encore travaillé beaucoup. Et de voir comment on crée du lien entre toutes ces thématiques-là. C'est indiqué sur la diapo, mais c'est important. On a plusieurs acteurs importants au niveau départementaux qui travaillent sur la question du paysage. Et c'est pas parce qu'on fait appel à un bureau d'études extérieur pour nous aider à animer la démarche qu'on met de côté ces acteurs-là. Ils seront au cœur, ils travailleront aux côtés du bureau d'études. Donc que ce soit le CAUE, le centre d'études du paysage et puis une petite association locale aussi qui a fait un gros travail de recensement sur le secteur des coteaux. Moi je souhaiterais que évidemment la question du paysage de l'après-pétrole soit au cœur des réflexions. Alors, pourquoi c'est important et utile pour nous? Alors ça, cette diapositive, elle a été... j'en ai deux à côté de moi, mais c'est pas grave, cette diapositive, elle a été écrite pour promouvoir la démarche auprès des élus et donc pour leur montrer en quoi cette démarche, elle est positive pour notre territoire. Et la question du marketing territorial, même si ce terme-là, je l'aime pas trop, elle est intéressante et aujourd'hui... on est le seul territoire sur le département à lier cette question du paysage et de la transition énergétique. Il y a d'autres territoires, notamment l'agglo d'Agen, qui travaillent sur le paysage, mais qui ne lient pas les questions du paysage et de la transition énergétique. Donc, c'est une façon aussi pour nous de renforcer l'intérêt de la démarche. Et je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le Priora. Je pense aussi qu'on a besoin de travailler sur l'auto-estime. On l'a vu en réunion publique récemment sur le CRTE, c'est quelqu'un d'extérieur au territoire qui a dit devant les 150 personnes présentes « Non mais vous vous rendez pas compte de la qualité de votre paysage, vous vous rendez pas compte de la qualité de votre territoire ». Donc je pense que il faut aussi que cette démarche, elle serve à ça et à redonner fierté aux gens d'ici. Adeline, il reste 1 minute. Excusez-moi de vous couper, il reste 1 minute. Non, mais je crois que j'ai tout dit. Finalement, j'ai pas besoin de dire ce qu'il y a d'écrit. Donc, écoutez, et le calendrier, peu importe le détail, l'objectif, c'est qu'on démarre la démarche avant l'été et qu'on ait, alors pas fini, hein, évidemment, ça sera pas possible, mais qu'on ait des premiers éléments de réflexion et d'orientation stratégique d'ici la fin de l'année pour que la démarche puisse être intégrée à la méthode d'élaboration du PLUI. Voilà. Jean-Pierre Thibault, concernant l'ADEME, savoir si elle soutenait le mouvement des centrales villageoises, donc une production locale en lien avec le paysage. Oui, il me semble que oui, parce que il me semble que Centrale Villageoise, c'est en partenariat avec Énergie Partagée et SPUL, et ce sont deux structures qui sont financées par l'ADEME. Donc oui, a priori. D'accord. Et puis après, plus largement à l'échelle du plan de paysage transition énergétique,
savoir si l'agriculture intensive est fortement émissive de GES. Est-ce que dans le cadre du plan de paysage, on prévoit d'accompagner les agriculteurs vers des démarches agroécologiques, etc. Alors là, je pense que ça s'adresse aux deux. Oui. En fait, dans cet AP plan de paysage, il y a deux volets. Il y a un volet plan de paysage général et un plan de paysage plutôt volet transition énergétique, transition écologique. Donc, suivant les dossiers, on peut soit mettre dans un volet ou dans un autre, mais je pense que oui, cette problématique, elle peut être étudiée, oui. Pour ce qui est de notre territoire, pour l'instant, la démarche, elle n'est pas assez avancée pour que je puisse vous répondre, mais ça peut, en théorie, oui, être une des déclinaisons du plan d'action qui fera suite au plan de paysage. Aujourd'hui, on ne travaille pas, nous, à la communauté de communes, sur ces questions-là. Après, il se pose plusieurs fois la question au sein des participants sur l'animation qui sera faite dans la durée post-document, donc post-étude. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à ça aussi pour pérenniser finalement les conclusions de l'étude dans un programme d'action plus long? Alors, il y a pour moi deux niveaux de réponse là-dessus. Ça sera tout l'enjeu de l'animation en interne à la communauté de communes, c'est-à-dire du service qui suit et qui suivra la mise en œuvre des actions. Et comme on l'a vu tout à l'heure, moi je pense, mais rien n'est écrit, hein, donc qu'il y aura aussi une diversité des actions qui en découleront, et donc peut-être que ça dépendra plus du service tourisme sur certaines choses ou plus du service transition énergétique. Et par contre, pour moi, l'implication des acteurs locaux que sont le CAUE, le CEDP ou l'association Paysages sur les Coteaux, c'est des garde-fous et des garants pour que cette démarche-là puisse justement être animée dans la durée, puisque c'est des partenaires au quotidien qu'on a quoi qu'il arrive. Donc, ils l'étaient avant, ils le seront après, donc sur ce sujet-là et sur d'autres. Et ils pourront peut-être aussi jouer le rôle d'aiguillon si nécessaire, et s'ils jugent qu'on oublie un peu trop le dossier, je pense qu'ils sauront nous le rappeler, le CAUE notamment. Mais l'idée, c'est pas de laisser ça dans un tiroir. Et je rajouterais que la DHUP, donc la Direction de l'Habitat, l'Urbanisme et des Paysages, elle porte un club plan de paysage, en fait, qui rassemble tous les lauréats de ces 10 dernières années sur les plans de paysage. Et donc il y a une animation autour de ces projets qui continuent, en fait, pour échanger avec des colloques chaque année. Donc vous pouvez vous renseigner là sur ce réseau-là, réseau Club Plan de Paysage. Merci beaucoup pour votre intervention. Excusez-moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Pardon. Il y a également un club régional plan de paysage qui est sur grande région, mais très très grande région, on a élargi, puisqu'on est sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Donc 2 fois par an, il y a des réunions qui permettent de faire concerter ensemble les lauréats des plans de paysage et les non-lauréats également qui souhaitent participer à ce club. Donc on a une co-organisation avec l'Occitanie, et 2 fois par an, des réunions de ce club se tiennent en plus du club national. Voilà, c'était juste un petit ajout pour information et participation à tous ceux qui souhaitent.